la portée de la loi, avec la part de qu'on ne sait pas encore, qui viendra avec la mise en œuvre. Donc maintenant, nous allons passer la parole à Tiffaine et Sandra reviendra pour les questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et je donne la parole à Tiffaine. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci à Sandra pour son excellente introduction. Effectivement, tout est encore possible, comme le disait le slide précédent, puisque pour l'instant, les mécanismes judiciaires de mise en œuvre de la loi n'ont pas encore été actionnés. Donc, potentiellement, on a encore beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer au sujet de la loi. Une grande marge d'interprétation des juges, une marge de mise en œuvre et d'appropriation de la loi par diverses parties prenantes. Donc, rien n'est encore fixé. Alors maintenant, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail des mécanismes judiciaires mis en œuvre de la loi que Sandra vous a mentionné tout à l'heure. Et ce que je vais essayer de déterminer, c'est si ces mécanismes permettent l'effectivité des objectifs de la loi. Ces deux objectifs étant, comme Sandra vous l'a rappelé, d'une part, une logique de prévention des atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement, et d'autre part, une logique d'accès à la justice en cas de dommages pour des victimes potentielles. Alors, en ce qui concerne, je précise simplement, je vais essayer de faire une présentation pas trop juridique. Je ne vais pas vous faire un cours de procédure civile ou de droit civil. D'abord parce que je sais que les personnes qui assistent à ce webinaire ne sont pas forcément toutes juristes. Et ensuite, pour la bonne et simple raison qu'il y a une littérature déjà très très abondante du côté des juristes sur cette question, des mécanismes de mise en œuvre et de responsabilité au sujet de la loi. Et n'hésitez pas à demander les références si vous les souhaitez. Je me ferai un plaisir de vous les donner. Alors, je commence donc avec le volet préventif de la loi et les mécanismes prévus par le texte qui devraient permettre, on l'espère, l'effectivité de ce volet préventif et donc l'effectivité en fait du plan de vigilance d'une certaine façon. Alors, les mécanismes qui sont prévus par le texte sur ce plan-là, on les retrouve à l'article 1, grand 2 de la loi. Vous avez le texte qui est reproduit sur le slide. Et vous voyez que c'est un contrôle en deux temps qui est prévu par la loi, avec d'abord une mise en demeure de respecter les obligations prévues par la loi, c'est-à-dire l'obligation tripartite d'établir, de mettre en œuvre et de publier le plan de vigilance. Et puis, dans un second temps, si au bout de 3 mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet par la société qui a été mise en demeure, on va avoir la possibilité de recourir cette fois au juge qui va enjoindre à la société sous astreinte, et j'insiste sur cet aspect de l'astreinte qui est vraiment très important, de respecter ses obligations. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, la première étape, c'est la mise en demeure d'établir, de mettre en œuvre et de publier le plan. La mise en demeure, c'est un mécanisme assez classique de droit civil qui demande relativement peu de formalisme. Très souvent, ce sont des lettres recommandées avec l'accusé de réception. Puis ensuite, voilà, il y a ce délai de 3 mois pour se mettre en conformité. Potentiellement, toutes les parties prenantes de la loi devoir de vigilance pourraient mettre en œuvre ce mécanisme de mise en demeure. Alors là, comme ça, vous allez me dire, bon, bah, d'accord, la mise en demeure, c'est pas très contraignant, ni pour la personne qui l'émet, ni pour la société qui la reçoit. Sauf que c'est là qu'intervient le deuxième volet de ce mécanisme, qui est la possibilité de demander au juge compétent d'enjoindre à la société de se conformer à la loi de devoir de vigilance et donc de se conformer par conséquent également à la mise en demeure qui est restée infructueuse au bout de 3 mois. Alors là, on voit que tout de suite, le mécanisme prend un peu plus de corps, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part l'intervention d'un juge, tout de suite judiciarisation du mécanisme, et en plus, ce juge va avoir la possibilité d'assortir sa décision et son ordre à la société de se conformer d'une astreinte. L'astreinte, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de pénalité financière
qui est calculé le plus souvent en fonction du nombre de jours pendant lesquels la société ne s'est pas conformée. Donc si une société ne se conforme pas à la mise en demeure ni à la demande formulée par le juge de mettre en œuvre l'obligation d'établir, de mettre en œuvre et de publier le plan, elle peut se retrouver avec des pénalités journalières très importantes. Donc on voit que là, c'est quand même un mécanisme qui a un petit peu plus de corps et c'est vraiment ce risque d'aller devant le juge et le risque financier de l'astreinte qui doit avoir un effet comminatoire, punitif, qui va inciter l'entreprise à véritablement faire cette démarche de prévention qui lui est demandée par la loi de vigilance. Donc on sent là, on est vraiment dans une logique très dommage. On n'est pas dans une logique de réparation du dommage, on est dans une logique de prévention. Le mécanisme qui est mis en place apparaît quand même comme assez incitatif, assez comminatoire pour faire en sorte que les entreprises se conforment véritablement à la loi devoir de vigilance. Alors, il faut ensuite peut-être regarder le rôle de différents acteurs dans la mise en œuvre précise de ce mécanisme de la mise en demeure suivie de l'injonction du juge, parce que c'est ces acteurs-là qui vont finalement lui donner tout son sens. Le premier acteur, c'est le juge, de façon assez évidente, puisqu'il est mentionné directement par l'article de loi qui parle de la mise en demeure et de l'injonction. Le rôle du juge va être très important parce que, bon, outre le symbole pour au juge, il va avoir cette responsabilité d'évaluer et de fixer le montant de l'astreinte. Cette sanction financière qui arrive finalement à la clé d'une non-conformité. Alors, tout l'enjeu là, ça va être pour le juge d'évaluer un montant et de fixer un montant pour l'astreinte qui va éviter ce qu'on appelle la faute lucrative, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'entreprise va se dire bon, bah, écoutez, je n'ai aucun intérêt à me conformer à l'obligation parce que ça me coûte moins cher en fait de payer l'astreinte, de mettre en œuvre et d'établir et de mettre en œuvre mon plan de vigilance. Là, ça va être vraiment un travail et un rôle important du juge de réfléchir au montant de ces astreintes, de comment est-ce qu'elles pourront être véritablement dissuasives. Un autre acteur qui va avoir un rôle assez important sur la mise en œuvre de ce mécanisme, ce sont les acteurs qui sont issus de la société civile. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que déjà, ce sont très souvent ceux-là qui vont pouvoir déclencher le mécanisme à la fois de mise en demeure et de demande suite d'injonction au juge. Potentiellement, à ce stade, il y a un grand nombre d'acteurs de la société civile et des parties prenantes de l'entreprise qui vont avoir intérêt à déclencher ce mécanisme. Puisque là, on est toujours dans le domaine de la prévention et non pas du dommage, eh bien, il y a un grand nombre d'acteurs qui ont intérêt à ce que, effectivement, le plan de vigilance soit établi, mis en œuvre et publié. Très clairement, le plan de vigilance visant à prévenir les risques pour les filiales, pour les sous-traitants fournisseurs avec lesquels est établie une relation, avec lesquels ils entretiennent une relation commerciale établie, ce sont autant d'acteurs et de parties prenantes qui vont avoir un intérêt à ce que, effectivement, le plan de vigilance soit établi, mis en œuvre et publié. Donc, autant d'acteurs qui vont pouvoir actionner ce mécanisme. Au-delà du fait de pouvoir actionner ce mécanisme, on a des acteurs comme les syndicats et les ONG qui vont avoir des capacités ou des capacités d'organisation et des capacités d'accès à l'information particulière qui vont leur permettre de mettre ce mécanisme en œuvre efficacement. Je pense notamment aux syndicats et aux ONG, puisque les syndicats ont un accès quand même privilégié à l'information de l'entreprise sur sa stratégie, sur le fait qu'elle ait mis en place ou non un plan de vigilance, sur la réalité potentielle de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, ce sont des acteurs qui vont avoir véritablement une connaissance de la situation
qui va leur permettre d'agir sur cette mise en demeure et d'agir de façon pertinente sur cette question de la mise. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres acteurs qui pourraient intervenir et pratiquer cette mise en demeure? Oui, on pense notamment aux investisseurs, aux consommateurs, aux concurrents, aux salariés, aux filiales. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des acteurs qui, à terme, pourraient souffrir du fait qu'un manque ou un défaut de vigilance va empêcher la société mère de gérer le risque. Et donc, du coup, ça va être à ces acteurs-là de gérer le risque. Je pense notamment aux filiales, aux relations commerciales, etc. Donc, elles, typiquement, elles auraient intérêt à aller voir le juge et à lui dire, bon, ben voilà, telle société prévisiblement n'a pas établi ou n'a pas mis en œuvre son plan de vigilance, puisque je suis obligée de gérer tel ou tel risque seul, je voudrais que le plan de vigilance soit établi, mis en œuvre. À ce stade-là, je ne peux qu'insister, je ne pourrais jamais assez insister en fait sur l'importance de la publication et de la transparence du plan de vigilance. Je pense que vraiment c'est là-dessus que vont se jouer beaucoup des actions de mise en demeure et d'injonction. Pour la bonne et simple raison que finalement la publication et la transparence du plan de vigilance, son exhaustivité, c'est véritablement l'aboutissement d'un mécanisme de vigilance bien construit. Si le plan est correctement publié, la loi nous dit qu'il doit permettre, il est propre à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, etc., résultant des activités de la société, des sociétés qu'elle contrôle, et des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Et ce plan, il doit être établi, mis en œuvre, publié. Ça veut dire que si à la lecture du plan de vigilance, une de vos parties prenantes n'est pas en mesure elle-même d'identifier les risques que vous avez, la façon dont vous allez les prévenir, où est-ce que se situent ces risques dans la chaîne de valeur de la société, eh bien, c'est qu'il y a un problème soit dans l'établissement, soit dans la mise en œuvre, soit dans la publication de votre plan. Il faut vraiment qu'on soit en mesure de lire toutes ces informations dans le plan, parce que sinon, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la mise en œuvre de l'obligation tripartite. Et à coup sûr, vous allez avoir une partie prenante qui va mener une action et demander un peu plus d'éclaircissement ou une mise en œuvre véritable de l'obligation. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui concerne véritablement le volet prévention et les mécanismes de mise en œuvre de la prévention dans la loi devoir de vigilance. Vous le voyez, c'est des mécanismes qui sont quand même assez élaborés, assez bien construits. Et si le juge et la société civile s'en saisissent, il y a de bonnes chances pour que l'objectif de prévention soit véritablement effectif. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette partie avant que je passe à la suivante? Alors, d'accord, merci. Et alors, vous pouvez vous poser vos questions. Laetitia avait posé une question, mais Tiffaine, tu y as répondu, en fait, sur comment avoir une veille efficace pour permettre de remonter, en effet, des impacts adverses, négatifs. Alors, moi, j'avais noté une ou deux autres questions. Vous pouvez poser vos questions en même temps, avant de passer à la partie suivante. Sur les textes, alors tu as nommé des textes, peut-être qu'on essaiera de voir s'il y a quelques références qu'on peut communiquer. Oui, ça fait parce que je pense que tu nous avais déjà donné des informations qui sont en fait sur le module de e-learning, enfin sur des textes qu'on a mis en lien sur le module de e-learning. Après, je me suis demandé aussi quel pouvait être l'impact de la loi. Et donc, elle est assez originale parce qu'elle a de la prévention, c'est ça, et donc de la réparation. Enfin, elle a deux mécanismes de mise en œuvre, enfin, je ne sais plus le terme exact. Et du coup, est-ce qu'il y a des discussions, est-ce que vous, Sherpa ou d'autres organisations prévoient d'évaluer l'impact de la loi, et en particulier sur ces deux aspects, sur l'aspect prévention aussi, et sur l'aspect réparation? Alors, donc effectivement, oui, c'est vraiment les deux objectifs de la loi, prévention et réparation.
est-ce qu'on a, nous, l'intention de faire une étude d'impact de la loi à titre de Sherpa? Non, parce que, sincèrement, ça demanderait quantité et une capacité d'agrégation de données et d'analyse de ces données que nous n'avons pas. Par contre, je pense qu'il serait assez pertinent que les publics s'occupent et mènent de la loi après quelques années de mise en œuvre. Et il y a quelques bruits de couloir qui se font entendre et qui c'est que c'est effectivement peut-être le projet des pouvoirs publics sur le texte. Et que peut-être ça pourrait mener à l'élaboration et à la publication d'un décret Conseil d'État qui viendrait compléter les mesures de vigilance déjà prévues par la loi. Bruit de couloir. Très bien, merci pour le partage de cette info. Alors, je crois que vous travaillez beaucoup sur la mise en œuvre du devoir de vigilance, donc je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus, peut-être. Si, tout à fait. Alors, avec Sherpa, on travaille actuellement à la préparation d'un guide sur la loi devoir de vigilance, sur la compréhension que nous en avons, la compréhension qu'elle contient et des mesures qu'elle encourage vivement les entreprises à adopter. C'est un guide qu'on est en train de préparer avec d'autres ONG qui ne va pas refléter des attentes minimales de nos organisations parce qu'on ne peut pas avoir des attentes minimales. Un devoir de vigilance, c'est une obligation qui doit être vraiment mise en œuvre et adaptée de façon très spécifique et particulière à chaque entreprise. On ne va pas pouvoir donner des minima. Par contre, on va pouvoir donner des pistes de dialogue entre certaines parties prenantes et les entreprises. On va pouvoir donner des pistes de mesures dont les entreprises pourront s'inspirer, mais qui ne seront jamais des minima. C'est vraiment une piste de réflexion et de mise en œuvre concrète de la loi. Et alors, il y a une question de Michael Blé qui porte sur ne pensez-vous pas que le texte des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, donc cette expression, conduisent à faire du plan de vigilance, donc à limiter ces plans de vigilance aux fournisseurs de rang 1, sans aller jusqu'à la source des matières premières? Alors, c'est une question qui peut-être va un petit peu empiéter sur la seconde partie de la présentation, mais je vais commencer à vous donner des clés de réponse. Non, nous, en tout cas à Sherpa, pas du tout interpréter la loi dans ce sens-là. Normalement, la loi est interprétée en fonction de l'esprit qu'a voulu lui donner le législateur, en fonction de la pratique qui l'entoure, du contexte dans lequel elle s'inscrit. Et très clairement, en ce qui concerne les relations commerciales établies, on est quand même sur une notion qui déjà ne relève pas a priori du même domaine. Elle a été définie dans un domaine distinct, donc la jurisprudence spécifique sur les ruptures des relations commerciales établies va peut-être évoluer dans le cadre d'une jurisprudence sur la loi devoir de vigilance et les relations commerciales établies dans le cadre de la loi devoir de vigilance. Par ailleurs, l'esprit de la loi, c'était, comme l'a rappelé Sandra tout à l'heure, de prévenir les atteintes aux droits humains, de prévenir un Rana Plaza bis notamment. Et clairement, le Rana Plaza, c'était pas du rang 1. Donc, c'est vraiment pas du tout l'esprit de la loi et il y a vraiment de bonnes chances pour que l'interprétation des juges se fasse ambitieuse et aille plutôt vers une interprétation qui irait au-delà du rang 1. C'est aussi ce que préconisent tous les référentiels de soft law de droit souple qui ont présidé aussi à l'adoption de cette loi. Donc non, il y a vraiment beaucoup d'indices qui nous permettent de pencher plutôt vers une interprétation où non, la relation commerciale établie ne s'arrêterait pas au rang 1.
Et peut-être que, enfin, comme Tiffany l'a rappelé, le juge, dans sa faculté d'interpréter les textes, doit regarder aussi l'exposé des motifs. Du coup, l'exposé des motifs, c'est l'équivalent de l'introduction qui est faite en début de tout projet de loi. Et l'exposé des motifs qui avait été rédigé par le rapporteur, donc Dominique Potier, fait bien état de l'ambition d'aller au-delà de juste la chaîne entre maison mère et filiale, mais d'inclure toute la chaîne de valeur, donc à travers les sous-traitants, et pas uniquement ceux de rang 1. Et ça, le juge sera tenu en tout cas d'en prendre note. Après, est-ce qu'il suivra ou pas, c'est ce qui lui est demandé, mais ça fait partie de ses obligations d'essayer d'interpréter dans quel sens a été voulu le texte qu'il doit mettre en œuvre. Et ce qui est certain, c'est que du coup, une entreprise qui se dirait bon, bah, je fais mon plan de vigilance, mais je m'arrête au rang 1, prend quand même un petit peu un risque parce qu'il y a quand même un grand nombre de parties prenantes qui ont l'interprétation exactement inverse. Et donc, ça veut dire prendre le risque de se retrouver avec justement une mise en demeure parce que le plan ne va pas assez loin ou une action en responsabilité sur un dommage qui aurait eu lieu dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne de sous-traitance, au-delà du rang. Alors, donc merci. Sur l'exposé des motifs, vous le trouverez en lien donc sur le module de e-learning dans les ressources utiles du module du premier webinaire, je pense. Ensuite, par ailleurs, il y a aussi une question donc de Laetitia, donc à laquelle Tiffaine a répondu dans sa présentation, mais donc qui était sur comment être sûr qu'il y a des veilles suffisantes et efficaces, disons, pour bien repérer donc les impacts négatifs, les impacts potentiellement négatifs des entreprises ou les comportements qui pourraient être pas conformes. Donc, je ne sais pas si Sandra, tu veux rajouter quelque chose. Ça, c'était une question du coup de comment en interne les entreprises peuvent faire, c'est ça? Ah oui, alors oui, bonne question. Donc Laetitia, est-ce que c'est plus en interne pour les entreprises ou est-ce que c'est plus pour la justice ou pour les parties prenantes? L'idée en tout cas pour en interne, comment les entreprises doivent faire, c'est justement ce qu'elles sont en train d'essayer de développer. Alors elles ont déjà des outils, elles partent pas de zéro, mais elles vont devoir en effet un peu innover sur la façon dont elles doivent prendre en compte leurs parties prenantes et dans ces parties prenantes, comment faire remonter de l'information. Donc typiquement, mais ça c'est une des mesures, mettre en place des mécanismes d'alerte. Enfin, où ça, les entreprises sont en train de réfléchir et puis il y a quand même pas mal de référentiels autour de cette notion. Si la question visait plutôt comment les parties prenantes peuvent, elles, interférer sur justement la rédaction du plan, je ne sais pas si c'était ça, il y a plusieurs façons. Il y a la façon déjà, comment le plan pourra et l'entreprise pourra intégrer les syndicats qui, eux, sont mentionnés explicitement dans les mesures. Et peut-être que tout ça, c'est un point. L'idée, c'est de les prendre en compte et de les consulter dès l'amont, justement, sur les différents process. De même pour les parties prenantes externes, on peut imaginer en effet que si une ONG qui n'est pas a priori forcément dans la cartographie des parties prenantes ou des risques de l'entreprise, mais a fait remonter plusieurs fois des risques à l'entreprise, par email, par voie de communiqué de presse, enfin quelle que soit la méthode, que l'entreprise aura la responsabilité de prendre en compte justement cette information-là, et que si elle ne le fait pas, elle encourt le risque que le juge puisse lui dire vous le saviez, vous n'avez pas pris en compte ces risques-là, et donc par conséquent vous avez une responsabilité, que ça soit d'ailleurs pré-dommage ou post-dommage. Donc sur cette question-là, la liberté aujourd'hui repose sur justement les épaules de l'entreprise qui doit commencer à réfléchir de façon un peu différente, essayer d'inclure plus de parties prenantes que celles qu'elle a l'habitude de voir, mais surtout des parties prenantes plus pertinentes par rapport à ces impacts. Ouais, et pour conclure sur la question de Laetitia, effectivement, c'est le suivi de quelle entreprise a mis ou non en place un plan de vigilance, est-ce qu'il est adéquat. Il n'y a aucun organe de contrôle indépendant qui a été mis en place.
Ça avait été discuté pendant l'élaboration de la loi, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment aux parties prenantes, comme on le disait tout à l'heure, de, de mettre en place elles-mêmes un suivi. Et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup des syndicats et des ONG, parce que ce sont a priori des parties prenantes qui ont une grosse capacité d'organisation et de monter en compétence sur ce type de sujet, et qui du coup vont pouvoir récolter l'information, en assurer un suivi, etc., etc. Très bien, merci pour ces réponses détaillées. Je pense qu'on va passer à la seconde partie. Et oui, voilà. Mais de toute façon, d'ailleurs, ce qui a été dit va dans le sens de ce qui a été dit au précédent webinaire, hein, sur les relations commerciales établies, comme sur l'alerte et sur le fait de prévenir au maximum. Donc, Tiffaine, de prévenir au maximum les impacts négatifs. Tiffaine, je te redonne la parole pour la suite. Ça marche. Et merci Sandra et Tiffaine pour les réponses.